Alors, est-ce que la dette française est ou n'est pas vraiment inquiétante? C'est ce que nous dit le FMI. On en parle avec Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et que nous dit le FMI? C'est pas nouveau, mais là, ils enfoncent le clou une fois de plus. La dette française est, je les cite, trop élevée, inquiétante. On est à 98% du PIB. Et là, on se dit, peut-être un côté paradoxal ou même absurde d'entendre ça, alors que la France ne s'est jamais endettée. Un taux aussi bas. Aujourd'hui, on se parle. J'ai lu, allez sur Boursorama, vous verrez, on est à 13 points de base. Ouais. 10 ans français, la France, si elle devait s'endetter tout de suite maintenant à 10 ans, s'endetterait plus bas, quasi plus bas historique. À même pas 10 points de base, 0,1%. Donc, contrairement à ce que nous dit le FMI, les investisseurs étrangers, ils sont contents, hein, ils placent leur pognon. C'est quoi? Non, mais c'est la barre des 100% de dette rapportée au PIB qui fait flipper le FMI, qui dit quand même qu'à court terme, il n'y a pas de risque quand même. Hein. Bah, vous avez bien résumé, hein. Voilà. Vous avez utilisé quand même Allez, beaucoup invité des suivant, arguments. merci. Voilà. On passe au sujet Merci d'avoir été avec nous, Mathieu Plane. Ça m'a fait plaisir. Non, c'est assez clair le paradoxe hein, que vous soulignez, qui est à la fois… Mais qui est plus flagrant que jamais. Qui est plus flagrant que jamais. C'est vrai qu'on a eu plus de 30 points de PIB depuis le début de la crise, depuis 2008, hein, d'augmentation de la dette publique. Alors, ce n'est pas singulier sur la France, hein, c'est l'ensemble des pays de l'OCDE ont vu leur dette publique augmenter de façon extrêmement forte. Et le grand paradoxe, c'est qu'on ne s'est jamais endetté à des taux aussi bas. La question qui se pose sur la soutenabilité de la dette publique, on va dire à plus long terme, c'est est-ce qu'on est dans un contexte de taux durablement bas ou pas? C'est ça la grande nouveauté macroéconomique. Hein. C'est le fameux discours d'Olivier Blanchard. C'est est-ce que finalement, ces taux bas sont une exception et il ne faut pas s'habituer à vivre dans un monde de taux bas, ou au contraire, on n'est pas en train de se japoniser et on sera dans un système durablement de taux bas. On peut penser que pour les années à venir, on est effectivement à quelque chose d'assez paradoxal, c'est des taux très bas. Et finalement, quand vous regardez le différentiel, parce que ça c'est extrêmement important pour la dette publique, entre la croissance et les taux, il est positif, c'est-à-dire qu'on a une croissance qui est supérieure au taux auquel on paye. Ce qui veut dire que donc, ce qu'on appelle l'écart critique, mécaniquement, l'État se désendette. C'est ce qui est une aubaine incroyable en fait. Hein. C'est-à-dire que d'ailleurs, on peut imaginer que dans la trajectoire de déficit public à venir, une partie des mesures qui ont été annoncées, notamment les mesures issues de la crise des Gilets jaunes et les baisses d'impôts pour 2020, pourront être en partie financées par le fait que les charges d'intérêt vont diminuer. Et le grand paradoxe, c'est ça, c'est ce que vous avez dit, les taux n'ont jamais été aussi bas depuis. Et quand on regarde le service de la dette, parce que c'est bien de voir le cumul de dettes, mais ce qu'il faut rembourser tous les mois, la charge d'intérêt pour les comptes publics, ça n'a jamais été aussi bas. Alors pourtant, le stock de dette… Voilà, alors ça a déjà été plus bas, mais à une époque, on n'avait pas de dette. Oui, voilà. En fait, voilà. Mais si on compare, c'est-à-dire qu'on est à peu près, on devrait être autour de 1,5 point de PIB de charge d'intérêt sur la dette publique. Ça fait quoi le niveau comparable, 40 milliards quoi. On est autour de 40 milliards. Par an, de remboursement de charges d'intérêt. Vous connaissez vraiment bien vos chiffres, hein, bravo. Vous connaissez très bien vos chiffres. 1,5 point de PIB. Il y en a qui bossent. Hein. C'est comparable au niveau du début des années 80. Et début des années 80, pour rappeler, on était entre 20 et 25 points de PIB de dette publique. Aujourd'hui, on est quasiment à 100, 4 fois plus. 4 fois plus de dettes. Et on paye la même charge d'intérêt qu'au début des années 80. Voilà. Donc, c'est vrai, repenser la dette optimale ou le niveau de dette optimale n'est pas du tout le même dans un contexte de taux très bas, proche de zéro, ou dans un contexte de taux à 3 ou 4%. Encore une fois, si on se compare aux autres, et on enlève l'Allemagne, qui est un cas particulier, pardon, ce sont les plus vertueux, tant mieux pour eux. Si on enlève l'Allemagne en zone euro, on regarde la zone euro, la dette publique en moyenne, on est si loin que ça? Non, on est légèrement au-dessus de la moyenne de la zone euro. Sur tous les vertueux. Non, mais la vraie exception, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne est sur une trajectoire de baisse très forte de sa dette publique. Elle est revenue autour de 60. Elle perd quasiment 5 points de PIB de dette. C'est-à-dire que si ça continue à ce rythme-là, c'est-à-dire que dans 10 ans, il n'y a plus de dette publique allemande. Donc ça pose une autre question et qui est intéressante pour la France. C'est que la France devient une valeur refuge, en réalité, sur la dette publique. Pourquoi on paye des taux bas? C'est que si vous regardez dans le contexte mondial actuel, si vous regardez l'ensemble des pays développés, finalement, vous voyez, l'Allemagne ne va pas pouvoir accueillir l'ensemble de l'épargne mondiale. Et donc, il y a une limite à sa dette publique. Hein. Donc, parce qu'ayant moins de dettes, ils émettent moins de papier. Il y a moins d'offres de dette publique. Donc, il faut bien que les épargnants qui ne cherchent pas de risque, en fait, trouvent d'autres actifs sans risque. Vous regardez autour de nous, ce n'est pas l'Italie. L'Italie est certainement le pays le plus risqué actuellement de la zone euro. C'est certainement pas le Royaume-Uni, ça pose toute la question de la sortie et du Brexit. Les États-Unis qui ont un déficit, pour le coup, qui est important en haut de cycle et des déficits commerciaux qui sont quand même très importants. Du coup, quand vous regardez dans l'ensemble des pays développés, finalement, la France arrive pas loin dans la hiérarchie. Et donc, du coup, ça explique pourquoi durablement, je pense que la France
a une valeur d'attractivité sur sa dette publique s'il y a cette gestion qu'on connaît. C'est-à-dire que effectivement, on reste quand même avec une forme de sérieux budgétaire. On n'est pas sur des relances budgétaires qui ne sont non financées. Et une trajectoire de soutenabilité aussi de sa croissance. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la croissance française a plutôt tendance à se redresser quand certains pays vont plus mal. Ouais, c'est le coussin. La France est une forme de coussin de sécurité où on est moins dépendant finalement du reste du monde des exportations. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ça. Il y a aussi une question de croissance potentielle. Il y a une question peut-être de réforme passée qui commence plutôt à produire des effets. Il y a effectivement une relance qui arrive plutôt à un moment qui est intéressant, c'est-à-dire au moment où les autres pays ralentissent. On a aussi une réserve de main-d'œuvre qui est non utilisée, ce que n'ont pas l'Allemagne, qui a des contraintes structurelles très fortes à long terme avec son vieillissement démographique, ce qu'on n'a pas. Donc on a un certain nombre d'atouts, on les voit sur l'attractivité d'ailleurs, on a plutôt tendance à s'améliorer, et on voit que sur la croissance potentielle à long terme, on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Et la dette publique, sa soutenabilité dépend aussi de cette croissance potentielle. Donc ça, c'est des points assez intéressants. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on est, en théorie, enfin si on en croit à ce que prévoit le gouvernement, sur un point d'inflexion, puisque la trajectoire budgétaire, ce qui reste encore une fois à prouver, si encore une fois dans les faits, mais la dette rapportée au PIB va refluer d'ici 2022. Oui. Alors, Emmanuel Macron en campagne, c'était 5 points de PIB. Là, aujourd'hui, ce qui est prévu, la trajectoire budgétaire qui est envoyée à Bruxelles, c'est 1,6 point de PIB. Donc, les ambitions étaient divisées par 3. Et le FMI appelle le président, pour le coup, à réduire, enfin, c'est dans son rôle, hein, mais, la dépense publique. Et là, on se dit qu'effectivement, ça reste le maillon, qu'on soit pour ou contre, ça reste le maillon faible de sa politique économique. Et d'ailleurs, le FMI qui dit, bah, en gros, il faut mettre les bouchées doubles. Non, ce que peut reprocher le FMI, qui peut être discutable d'ailleurs, c'est de savoir est-ce que les politiques budgétaires sont adaptées à la séquence actuelle. C'est-à-dire qu'il est vrai que si on raisonne sur le long terme, c'est vrai qu'il faut plutôt avoir des politiques budgétaires contracycliques. C'est-à-dire faire plutôt des efforts budgétaires quand ça va mieux ou quand ça va plutôt bien, et plutôt relâcher quand ça va mal. La question, c'est s'il y a un retournement. C'est l'enseignement de la crise des dettes souveraines et de la crise de 2008. Voilà, exactement. C'est un enseignement. Que quand ça va mal, on a coupé partout, et là, tout le monde est allé en récession. Et on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'en 2007, je vous rappelle, la loi TEPA, on creuse les déficits alors qu'on est en haut de cycle. La loi TEPA. La loi TEPA de Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien. En tout cas, il se trouve qu'on se retrouve avec un déficit public qui est proche de 3% en 2007, et que par rapport à l'Allemagne, on a dû faire des efforts budgétaires conséquents au moment de la crise. Donc, c'est vrai qu'on a des politiques qui sont plutôt procycliques. Comme là, on peut dire qu'on se rapproche d'un haut de cycle. Qui accentue le cycle procyclique. Voilà, procyclique, c'est-à-dire que du coup, on fait des efforts budgétaires conséquents. Quand ça va mal. Sous le mandat notamment précédent, sous le gouvernement Hollande, où les efforts budgétaires ont quand même été conséquents pour réduire les déficits. Sur les ménages, surtout. Surtout sur les ménages, qu'on pesait beaucoup sur les ménages. Donc ça posait la question du pouvoir d'achat. On a eu 3 ans de croissance zéro. On a d'ailleurs de 2014 à 2018, la croissance française est inférieure à la moyenne de la zone euro, alors qu'elle était supérieure avant. Donc ça pose des questions. Donc c'est plutôt sur la procyclicité qu'il faut peut-être travailler. La question est de savoir, dans ce sens, effectivement, est-ce que ce n'était pas le moment de faire un peu plus d'efforts budgétaires? Mais ça, c'est dans un monde, une fois de plus, où les taux, effectivement, ne sont pas comme avant. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'on intègre assez mal cette nouvelle information de Toba. Sauf que pour ceux qui nous regardent, qui sont rigoristes, qui sont plus orthodoxes, ils doivent se gosser, ils doivent ricaner sous cap en se disant « il est gentil, la Mathieu Plane ». Mais peut-être que les taux ne vont pas rester à zéro, à l'infini. Et ces esprits chagrins, ils vont nous dire que voilà, un jour, ça remontera. Et c'est vrai qu'à horizon 2 ans, on ne sent pas que c'est le scénario, il n'y a pas de retour de l'inflation et tout, mais si on se projette un peu plus, et on a des enfants, des petits-enfants, ça peut faire mal potentiellement. Ça peut faire mal. Alors, il y a deux choses qui peuvent faire mal potentiellement. Il ne faut pas faire une tiers de ça. Hein. Non. Alors, une fois de plus, si les taux remontent, il y a deux façons. Hein. C'est soit pour des raisons vertueuses, c'est-à-dire qu'on est dans une zone anormale de taux bas qui est plutôt scénario à la japonaise, un peu déflationniste, etc., qui est plutôt inquiétant de ce côté-là, c'est que c'est quelque chose de plus structurel, de plus long terme. Ça, c'est la raison pour laquelle les taux sont bas. Il y a moins de croissance et moins d'inflation. Moins de croissance, c'est ça. Exactement. Mais par contre, si les taux remontent, ça peut être aussi parce que la croissance revient. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est s'il y a une prime de risque. En cas de choc. Par contre, voilà, le point négatif, c'est s'il y a un choc. Le pétrole explose à 150 $. Il n'y a pas que la France qui sera du coup concernée. C'est-à-dire que les autres pays le seront aussi. Ouais, mais l'Allemagne moins que la France. Oui, mais l'Allemagne, d'accord. La question qui se pose, c'est quelle est la politique budgétaire la plus adaptée pour réduire la dette? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que effectivement, il faut faire des efforts budgétaires, mais trop d'efforts budgétaires cassent la croissance et ne permet pas de réduire réellement la dette publique qui est en point de PIB. Donc c'est important de dire, attention, il faut quand même avoir une croissance potentielle de long terme relativement élevée si on veut réduire durablement. Donc ça veut dire aussi des investissements. Et la nouvelle question qui se pose, c'est que… Faire des bons investissements en s'endettant à coût zéro pour les finances publiques, c'est peut-être pas mal. C'est vrai, parce qu'il y a toute la transition énergétique, alors qui n'est pas forcément de la productivité, mais qui est un point important.
il y a toute l'éducation, la formation, l'investissement, les infrastructures qui sont des points C'est importants. maintenant qu'il faut mettre le paquet pour la avoir question cette peut se poser, croissance de demain. que Si c'est de la bonne dépense publique, c'est ça? Voilà, il y a une question de bonne dépense publique, de bonne orientation des dépenses publiques, et surtout la nouveauté, c'est que depuis 2008, on a eu plus de 30 points de PIB de dette publique supplémentaire, mais on n'a pas eu les actifs en face, c'est-à-dire qu'on n'a pas investi massivement. Ouais. Là, la nouveauté, c'est qu'on a fait quoi de ces 30 points de PIB? En fait, on a épongé essentiellement la crise, c'est-à-dire qu'on a eu des déficits qui ont été colossaux, qui sont liés à un choc économique et financier majeur, qui font qu'on a eu une récession et des déficits qui se sont creusés. Et après, ces déficits cumulés, les transferts sociaux, les transferts sociaux, bien sûr, on n'a pas coupé massivement dans les retraites, on a gardé un système de santé. Et on voit que par contre, les recettes fiscales ont plutôt baissé parce que les assiettes fiscales ont diminué. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de cotisations sociales parce qu'il y a eu moins de masse salariale, il y a eu moins de rentrées d'impôts parce qu'il y a un choc sur les revenus et sur les marges des entreprises. Donc tout ça fait qu'on éponge la crise. Là, la nouveauté, c'est qu'on pourrait dire, attention, dans un monde de taux très bas, effectivement, il y a un certain nombre d'investissements stratégiques qui peuvent rapporter pour le futur. Ça a un coût à court terme, mais ça peut être un rendement à long terme. En tout cas, c'est cette nouvelle vision. Encore une fois, et on finit là-dessus, Mathieu, alors je ne sais pas si tu as fait le calcul, mais encore une fois, mathématiquement, aujourd'hui, on est quasiment à 0 sur le 10 ans français. Ouais. Mais si on remonte, c'est théorique, mais à 3% sur le 10 ans, 3% c'est là, non, mais, ou même, imaginons 4%, c'est là on était en 2011, c'est pas les années 50. Hein. D'accord, mais imaginons qu'on est à 3-4%, mais là c'est… Pas en 2011, en 2008. Hein. En 2011, on est à 3 et quelques. Sur le taux long ? Sur les 10 ans français. Allez, on prend Paris. Vous connaissez bien vos chiffres. Allez, allez sur Google. Non, mais sérieux, ça prend 3 points le 10 ans français. Il y a du sang sur les murs, je veux dire, là, pour le coup. Si vous prenez 3 points, sauf si votre croissance remonte avec. Donc, c'est toute la question. Si c'est une prime de risque de 3 points, vous êtes très mal. C'est le cas de l'Italie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Italie s'endette avec un spread qui est de quasiment 2,5 points. Un écart de taux vis-à-vis de l'Allemagne qui est de 2,5 points, alors qu'elle a une croissance qui est très faible. Donc pour le coup, l'Italie, l'écart critique est négatif. C'est-à-dire que la charge d'intérêt augmente plus vite que la croissance. La France et l'Allemagne, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a une croissance nominale qui est nettement supérieure à la charge d'intérêt. Donc on se désendette quasiment mécaniquement. Donc ce qu'il faut, c'est rassurer les investisseurs, montrer qu'on reste une zone d'attractivité, de croissance potentielle élevée et maintenir cette productivité assez élevée à long terme, ce qui n'est pas le cas de l'Italie par exemple. Avec une saine gestion des deniers publics. Pas facile tout ça. Non, pas évident. Donc, mais c'est de la macroéconomie en fait. C'est pour ça qu'on doit sortir de la comptabilité pure. Quoi. Allez, merci pour cette explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci David.